Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion d'information H-Term, spécialement dédiée à la réglementation RE 2020. Donc, on est ravis de vous accueillir en cette matinée, partager ce petit moment avec nous. Donc, l'idée, c'est que on développe un petit peu les nouveautés réglementaires et le seuil carbone qui va évoluer en cette fin d'année. À peu près, ça va durer, on va dire, 45 minutes. On n'essaiera pas de dépasser l'heure de présentation. L'idée, le temps que tout le monde arrive, on va vous faire une petite présentation de la société H-Term. H-Term est un bureau d'études spécialisé dans les calculs réglementaires RT 2012 et maintenant RE 2020. On travaille pour le compte de nos clients, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre sur l'ensemble du sud de la France et plus particulièrement sur le pourtour méditerranéen. On réalise des milieux d'études RE 2020 chaque année et de ce fait, nous avons acquis une expérience assez importante dans le domaine de la RE 2020 et c'est pourquoi nous organisons ce matin une petite réunion d'information à ce sujet pour vous faire part de notre expérience sur le carbone. Alors aujourd'hui, nous allons avoir deux intervenants au sein de la société H-Term. Il y aura Julien Fabre, chargé de clientèle, et moi-même, Mickaël Savali, responsable technique. Vous aurez la possibilité de poser des questions en bas à droite de la présentation et on essaiera au fur et à mesure de répondre à ces questions. Il se peut aussi que nous vous posons des questions sous forme de sondage au cours de cette présentation et ce serait très gentil de répondre, ça nous aidera par la suite pour nos futurs développements. Cette présentation, elle sera enregistrée, il y aura un replay qui sera disponible par la suite. Et on vous communiquera au besoin la présentation pour la diffuser au sein de vos équipes et vos collaborateurs. Bon, je crois que tout le monde est arrivé, donc on va pouvoir commencer la présentation. Dans un premier temps, on va parler du contexte de la RE 2020, on va reparler des bases. Puis, on va parler de l'évolution qui se présente à nous, l'évolution réglementaire sur les seuils carbone en cette fin d'année. On va reparler et aller un peu plus dans le détail des études ACV, du calcul carbone, comment ça se passe, le déroulement, la procédure. Ensuite, on va vous présenter un petit bilan actuel de toutes nos études carbone, un état des lieux, en vous présentant quelques stats que nous avons sur nos études carbone. Et puis, en fin de présentation, Julien va vous présenter quelques optimisations possibles au travers des différentes simulations qu'on a réalisées pour pouvoir anticiper cette échéance réglementaire qui se présente à nous. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le contexte de la RE 2020, les bases. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la RE 2020 se divise en deux volets. Le premier volet énergétique, il se base dans la continuité de la RT 2012 qu'on connaît très bien, sauf qu'il est vachement renforcé. C'est-à-dire, on retrouve les coefficients qu'on a l'habitude de pratiquer, le BBio, le CEP, et auquel on a rajouté un nouveau coefficient, les degrés heures, pour traiter de l'inconfort d'été. Et on prend automatiquement maintenant les consommations de froid dans nos études. Donc ces deux derniers éléments sont d'autant plus importants car nous sommes dans le sud de la France et confrontés à de fortes chaleurs. Donc ça a été une nouvelle réglementation bien renforcée par rapport à la RT 2012. Voilà pour le volet énergétique. Et ensuite, il y a le volet environnemental. Donc, RE 2020, réglementation environnementale 2020. La nouveauté, c'est le fait d'évaluer l'impact environnemental de vos constructions. Alors, quels moyens on a utilisé, quelle unité a été sélectionnée? C'est le dioxyde de carbone, le CO2. C'est le CO2 qu'on entend partout dans toutes les informations. C'est donc du coup on va calculer l'empreinte carbone de votre projet de construction. Comment on va le faire? On va prendre en compte vraiment l'ensemble
des éléments de votre projet de construction et faire la somme en fait du carbone qui a été mis en place dans votre projet de construction. On réalise une analyse de cycle de vie tout simplement pour faire cette étude carbone. Il y a 2 indicateurs issus de ce volet environnemental. L'indicateur impact carbone de l'énergie qu'on va détailler un peu plus tard, et l'impact carbone de la construction qui est l'indicateur principal du volet environnemental. Ce qu'il faut bien retenir des études RE 2020, c'est qu'une étude RE 2020 est complète que si les 2 volets ont été entièrement étudiés, le volet énergétique et le volet carbone. Et que l'ensemble des indicateurs doivent être conformes. Il suffit qu'un seul de ces indicateurs soit non conforme pour que votre projet soit non conforme. La réglementation RE 2020 a pour une fois fait les bonnes choses dans cette nouveauté qui est le calcul carbone, pour pas plomber la filière avec une nouveauté et qu'elle soit trop contraignante. Elle a été mise en place de manière progressive au fil du temps afin d'atteindre d'ici une dizaine d'années les objectifs en termes d'empreinte carbone voulus par le ministère. Comment ça se présente? Tout simplement, nous avons des seuils carbone à respecter qui vont évoluer progressivement par cycle de 3 ans. On peut le voir sur la représentation en haut de l'écran. On passe de seuil pour la maison individuelle et pour les bâtiments collectifs. Régulièrement, ils sont rabaissés de au moins à chaque fois 10%, voire 17% dans le cas le plus défavorable. Il faut savoir que je vous ai dit auparavant qu'il y avait 2 seuils, 2 indicateurs qui témoignaient du carbone. Il y a l'indicateur IC construction et l'indicateur IC énergie. Il faut savoir que l'IC énergie concerne l'impact carbone lié aux consommations énergétiques. Il a été mis en place surtout pour éviter le recours aux énergies fossiles telles que le gaz, le fioul, etc. Donc il est peu contraignant à notre échelle. Par contre, c'est l'IC Construction, lui, qui est le témoin vraiment de l'empreinte carbone de la construction du bâtiment et qui sera soumis à la progression la plus contraignante au fil du temps. Et c'est ce coefficient-là qui est répercuté en haut sur ce diagramme. Et on peut voir un exemple assez simple pour la maison individuelle au 1er janvier. Ça va être 17% d'amélioration. On va le regarder dans les détails dans le diaporama suivant. Donc, ce qui nous attend en cette fin d'année, pour tout dépôt de permis à partir du 1er janvier 2025, on va être soumis à ces nouveaux seuils indiqués dans le tableau pour le carbone. Donc, on va, pour la maison individuelle, passer de 640 à 530. Et pour le collectif, de 740 à 650. Donc, c'est une difficulté non négligeable. Alors, il faut savoir que ces valeurs sont des valeurs moyennes nationales. C'est un petit peu comme les 50 kWh d'énergie primaire dans le cadre de la RT 2012. On n'avait pas vraiment tout le temps 50 kWh. On pouvait être des fois à 45, 40, 55, 60. Là, voilà, c'est des moyennes nationales. Donc, il se pourrait que votre projet soit pas à 640, mais à 650, 670. Ça varie vraiment en fonction des caractéristiques techniques, surfaciques et géographiques des projets. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette évolution de 17% pour la maison individuelle n'est pas négligeable et que ça nécessite, et depuis longtemps, toute notre attention au sein des équipes H-Term. On le sait depuis la mise en place de la RE 2020 que ça allait se faire comme ça. Et donc, nous avons anticipé depuis des mois, on a travaillé sur des solutions afin d'être de plus en plus précis dans notre manière de calculer le carbone. Et on va avoir besoin de vous à l'avenir pour améliorer nos échanges de données et mettre en place un fonctionnement plus rigoureux. En effet, avec cette évolution réglementaire, il va falloir être vraiment strict dans notre fonctionnement et beaucoup plus rigoureux. Le fonctionnement de base assez simple et que vous connaissez tous, on va suivre la frise. Tout simplement, en dépôt de permis, vous nous demandez une étude énergétique, donc on traite le volet le volet énergétique. On vous délivre l'attestation pour pouvoir déposer votre permis en mairie. Puis, vous déposez le permis et quelques semaines après, ou quelques mois après, vous avez le permis accordé, vous faites dans la foulée la mise au point avec le client et ensuite vous allez démarrer le chantier.
En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'avant de démarrer le chantier, vous revenez vers nous pour réaliser impérativement cette étude carbone avant l'ouverture du chantier. Pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez en fin de chantier avec une étude carbone qui est non conforme, c'est là qu'on a des problèmes. Si la maison est déjà construite, l'étude carbone, on peut pas révolutionner les matériaux et vous vous retrouvez avec une maison au risque d'être non conforme en fin de chantier et donc une non-conformité très compliquée à gérer quand le carbone est en jeu. Donc vraiment avoir bien en tête de réaliser la partie carbone avant l'ouverture du chantier afin de faire les derniers réglages pour pallier cette évolution réglementaire. Et bien sûr, après, la continuité, construction du chantier, livraison et conformité finale de votre projet. Pour la réalisation de l'étude carbone avant l'ouverture du chantier, il va nous falloir des documents, bien entendu les derniers plans à jour, l'arrêté du permis et idéalement les données précises du projet. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. On y verra l'importance d'avoir les données précises du projet dans un calcul carbone. Ce fameux calcul carbone, comment ça se passe? En fait, il s'agit de faire la somme de l'ensemble du poids carbone, de l'ensemble des éléments présents dans votre projet de construction. Et je dis bien l'ensemble, on va vraiment prendre en compte tous les produits, les matériaux, les équipements du projet de construction, c'est-à-dire du béton de fondation jusqu'à la tuile, en passant par la peinture, l'enduit. Vraiment, on prend la totalité des éléments en compte dans une étude carbone. Le visuel que vous voyez actuellement sur le diapo, c'est ce que vous retrouvez dans nos synthèses d'études carbone, dans l'ensemble de nos synthèses d'études carbone. On peut voir la répartition des 13 lots. Donc, nos calculs carbone sont effectués sur 13 lots. Et cette répartition nous indique que souvent, ce sont les mêmes lots qui ont le poids le plus important dans une étude carbone. On y retrouve très souvent le lot numéro 3 qui concerne la superstructure, la maçonnerie, une partie du gros œuvre. Le lot numéro 7, tout ce qui est revêtement de sol, chape, peinture, produits de décoration. Le lot numéro 8, le CVC, chauffage, ventilation, refroidissement et eau chaude sanitaire. Il y a des particularités concernant les lots, à savoir le lot 1 et le lot 2, VRD et fondation, dont le poids carbone de ces deux lots fait varier, fait moduler le seuil max. En résumé, peu importe le poids carbone de ces deux lots, le seuil max va évoluer de manière identique. Donc là, si vous avez des contraintes, on va dire, liées à un chantier par rapport au VRD ou à la fondation, qu'une étude de sol vous dit qu'il va falloir mettre plus de fondation sur un projet, ça ne va pas obligatoirement impacter négativement votre projet d'un point de vue du carbone, parce qu'il y a une modulation sur ces deux lots par rapport au seuil max. Particularité aussi sur les lots 10 et 11, ce sont les lots électricité. Ces deux lots sont jusqu'à présent calculés de manière forfaitaire sur l'ensemble de vos projets. Donc c'est un forfait au mètre carré qui est appliqué. Il faut savoir que dans les mois à venir ou prochainement, le ministère travaille sur un configurateur qui nous permettra potentiellement d'être un peu plus précis sur le lot électricité et potentiellement, du coup, nous faire gagner sur le calcul carbone de toutes vos études. On l'espère, sauf qu'on n'a pas de date là-dessus et ça fait plusieurs mois qu'on nous a dit que c'était bon dans plusieurs mois. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. Donc maintenant qu'on sait qu'il faut prendre l'ensemble des données, des éléments pour calculer le carbone, d'où viennent ces données? Tout simplement, chaque donnée carbone est issue d'une fiche environnementale qui est disponible sur la base INES. Les fiches environnementales, en fait, c'est une sorte de passeport environnemental de chaque produit qui va nous dire combien de carbone on a consommé pour pouvoir fabriquer cet élément, le distribuer, l'utiliser, le valoriser, le recycler, et ce depuis l'extraction des matières premières. En fait, on calcule une sorte d'analyse de cycle de vie à l'échelle de chaque élément constitutif de votre projet de construction. La donnée qu'on récupère, elle est issue soit de fiches FDES pour les matériaux de construction, soit de fiches PEP pour les équipements. Et il existe différents types de données. Il y a les données individuelles. Ça, c'est les données les plus précises, donc les meilleures au calcul carbone. Ce sont des données individuelles, donc issues de fiches individuelles
alimentés par les industriels sur les produits précis et les références commerciales précises des éléments. Les données, ensuite, il existe des données collectives et syndicales. Ce sont des données qui regroupent plusieurs types d'éléments de même catégorie. Plusieurs industriels se sont rassemblés ensemble pour développer des fiches communes. Ces fiches-là sont moins précises et moins bénéfiques au calcul que les données individuelles, mais elles restent quand même correctes. Et le troisième élément, c'est quand on n'a pas de données individuelles ni de données collectives, on a des données du coup environnementales par défaut. On les appelle les DED. Ce sont les fiches développées par le ministère par défaut d'informations et par défaut des fiches qui sont non référencées sur la base INES. Nous devons utiliser ces fiches DED. Il faut savoir que dans nos calculs carbone, en moyenne, on a recours à presque 46% de données par défaut. Sur l'ensemble du poids carbone d'une maison, par exemple, on a 46% du poids carbone qui est issu de fiches DED. Parce qu'il nous manque les informations ou parce que les industriels n'ont pas mis les fiches à disposition de tel produit ou tel produit sur la base INES. Et donc, nous ne pouvons pas les récupérer et donc nous prenons par défaut des fiches DED. Il faut savoir que plus on en utilise et plus on pénalise un calcul. Je vous invite maintenant à visiter un petit peu la base INES parce que c'est une base de données du gouvernement qui est accessible sur l'ensemble sur Internet gratuitement. Donc, elle est très bien référencée sur les moteurs de recherche et elle se présente de cette manière. En fait, il y a plus de 8000 références de produits et d'éléments présents sur cette base INES et je voulais vous montrer un petit peu son utilisation parce qu'on a eu des retours comme quoi c'était un petit peu compliqué de l'utiliser, vous avez peur de ne pas trouver vos matériaux, vos éléments. Donc, je vous montre un petit peu comment elle se présente. On vous a transmis dans nos newsletters le lien directement pour y accéder, ou de toute façon, elle est disponible sur Internet gratuitement. En partie haute de ce site Internet, vous avez le catalogue de base pour pouvoir faire des recherches par famille de produits. Ensuite, vous pouvez, dans ces familles de produits, regarder les organismes qui ont déclaré les fiches sur la base INES. Donc, ça peut être les industriels, ça peut être les syndicats, les regroupements d'industriels. Et ensuite, sur la droite, vous avez les fiches en elles-mêmes. Ça, c'est pour chercher par famille de produits. Donc, vous voyez, il y a toutes les catégories, façade, structure, maçonnerie, etc. Vous pouvez aussi faire des recherches de produits de manière un peu plus précis. Vous pouvez donc toujours faire une recherche par famille, mais vous pouvez également chercher un nom de produit. Si vous avez un produit en tête et que vous voulez vérifier sa présence sur la base INES, rechercher par organisme déclarant. Donc là, il y a tous les organismes, toutes les marques, tous les industriels sont présents ici. Si vous voulez voir, par exemple, voilà toutes les fiches de l'industriel Actis, voilà, toutes les fiches sont présentes ici. Ce qui est bien de cet affichage-là, c'est qu'on peut voir directement les fiches, donc les petites pastilles qui apparaissent, on peut voir si elles sont individuelles, si elles ont été mises à jour assez récemment, et on peut voir aussi du coup si c'est des fiches collectives ou si c'est des fiches par défaut. On peut aussi faire une recherche par mots-clés. Je vais vous donner un petit exemple. Si je tape par exemple laine de verre, je fais ma recherche. On peut voir ici tout de suite les fiches individuelles, les données par défaut du ministère, et on va chercher, il doit bien avoir des fiches collectives qui sont présentes ici. Si on clique dessus, on accède aux paramètres de la fiche pour aller voir un petit peu en détail qu'est-ce que contient la fiche, les unités. Alors faites attention à l'unité fonctionnelle, par mètre carré, ça peut être par litre, par mètre cube, par mètre linéaire ou pour juste un élément. Il y a la durée de vie aussi du produit qui est importante. Quand vous voulez comparer plusieurs produits, faites attention à cette durée de vie. Il y a les documents, donc le rapport des fichiers FDS qui est disponible dans la catégorie documents. Et vous avez du coup aussi le plus important, l'indicateur sur le réchauffement climatique. Donc on retrouve l'unité kilogramme de CO2. C'est l'unité de calcul du carbone. Et on voit ici donc dans total cycle de vie le poids carbone de cet élément que l'on va récupérer dans toutes nos études. À savoir que nos logiciels sont automatiquement reliés à cette base INES et donc tout élément présent dans la base INES peut être récupéré directement dans nos études.
Hop, je retourne sur la présentation. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de maximiser le recours aux fiches de données individuelles, aux fiches individuelles sur la base Ignes, et comme ça, on sera meilleur dans nos calculs. Très souvent, le problème, c'est que nous n'avons pas l'information. Et c'est pour ça qu'il est important, là, j'ai nommé ce diapo recueil des données, c'est important de nous transmettre le maximum de précision sur vos matériaux et vos éléments de construction, à savoir la nature, la composition des matériaux, les épaisseurs, la précision sur les marques et les références exactes de vos produits. Donc jusqu'à présent, comment on fonctionnait? On fonctionnait avec une fiche technique carbone H-terme qu'on vous avait envoyé, que vous complétez à chaque étude carbone. Le problème de cette fiche, c'est que très souvent, elle n'est pas suffisamment complétée ou pas dans la précision qu'il faudrait. Et donc, on a remarqué que si vous nous transmettez plutôt vos DQE ou vos notices descriptives, on aurait bien plus d'éléments et on serait bien plus précis dans nos calculs et on va pouvoir aller rechercher plus facilement des fiches individuelles sur la base Ignes. Donc, idéalement, nous transmettre vos DQE et vos notices descriptives ou bien de compléter la fiche technique H-terme, mais vraiment bien la compléter en étant le plus précis possible. C'est pour les calculs et c'est pour être conforme au carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau d'études H-terme, nous, on travaille dessus depuis des mois et des mois. On a anticipé et dans l'ensemble de nos synthèses carbone que l'on voulait délivrer sur vos projets, vous avez en page 5 l'ensemble des résultats des calculs carbone avec les projections sur les futurs seuils réglementaires. Par exemple, sur ce projet-là, en colonne numéro 1, vous avez le résultat carbone de votre projet et vous avez le seuil de 2022 à côté. Donc, on voit bien que là, nos résultats sont inférieurs au seuil, donc nous sommes conformes de 4% sur le seuil de 2022. C'est super. Par contre, si on se projette et si ce projet était déposé à partir du 1er janvier, et bien là, on remarque que ce projet aurait été non conforme au seuil de 2025 de 13%. Donc, c'est pas négligeable. Et bon, il va falloir se pencher dessus et faire attention, mais on va voir avec Julien par la suite qu'il y a des optimisations présentes. Donc, ça, c'est parfait pour vous. Vous pouvez ouvrir toutes vos anciennes études carbone qu'on vous a délivrées et voir si cette maison, en projection sur l'année 2025, si vous avez déposé permis à partir du 1er janvier, est-ce qu'elle serait conforme ou pas au nouveau seuil carbone de 2025. Si on jette un œil un petit peu au stade et on fait un bilan actuel de nos résultats carbone sur les études. Bonne nouvelle, en moyenne, on a un gain de 13% sur les résultats carbone par rapport au seuil de 2022. Donc, on est pas mal. Là, on peut voir que du coup, la marche, c'était de 17%. On a un gain moyen de 13%, donc on a fait une partie du chemin, c'est déjà bien. Par contre, quand on se projette vraiment dans le seuil 2025, on remarque que quand même 60% des projets sont non conformes. Ça commence à être un peu inquiétant. Et sur ces 60 projets non conformes, on est non conforme de 12% quand même. Donc, il nous manque sur ces projets non conformes 12% à aller chercher en moyenne. On a voulu essayer de chercher au sein de nos statistiques s'il y avait des typologies de maisons, s'il y avait des éléments qui étaient quand même pénalisants. Et on a remarqué quand même que 70% des projets qu'on a traités avec un garage, ils étaient non conformes à ces futurs seuils de 2025. Pareil pour les maisons à étage, 70% de ces projets sont non conformes. La CHAB joue beaucoup, plus la maison est grande et plus on aura des difficultés à être conforme. Et ça, c'est un élément vraiment important, ce sont le nombre de groupes thermaux. Si on a plus de 2 groupes thermaux dans un projet, on est quasiment à 90% non conforme sur les seuils de 2025. Donc, toute cette partie sur la droite de l'écran concerne les seuils de 2025. Et quand je parle de groupes thermaux, je parle en fait d'unités thermodynamiques. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple facile, une maison qui a un gainable et un ballon thermo, on appelle ça 2 groupes thermaux. Si elle a 2 gainables et un ballon thermo, elle en a 3. Et donc, du coup, là, vraiment, à partir du moment où on a 3 groupes thermaux et plus, le poids carbone du projet est lourdement impacté et c'est assez contraignant pour le respect du seuil carbone en 2025.
Donc, une fois qu'on a vu un petit peu toute cette problématique-là, je vais laisser la parole à mon collègue Julien qui va vous expliquer comment on va pouvoir y arriver en vous montrant quelques simulations et les possibilités d'optimisation que vous avez à votre disposition. Alors, maintenant qu'on a vu les nouveautés réglementaires avec Michael, concrètement, qu'est-ce que ça fait sur les maisons? Alors, on a fait un test sur une maison qui est défavorable. On a pris une maison avec un garage, un R+1, de plus de 100 mètres carrés avec 3 groupes thermaux, donc qui cumulent pas mal de choses pénalisantes. Sur ce projet-là, on doit aller chercher 12%, d'accord, de gain pour être conforme au seuil 2025. Alors, comment on va faire pour ça? On va avoir différents leviers d'optimisation. On va pouvoir peut-être faire le choix de mettre des matériaux plus vertueux, on va le voir tout à l'heure. Le but, c'est d'avoir le plus de données précises possible. On va gagner des points, naturellement. Peut-être il y aura besoin de remplacer des éléments, c'est-à-dire peut-être mettre des marques précises, remplacer des éléments que vous aviez prévus. Je sais pas. Ça peut être des solutions. Et un quatrième point, qui est pas forcément un levier d'optimisation, mais il faut qu'on en parle, c'est des éléments qui sont très très pénalisants et qu'il faut absolument éviter dans les études. Voilà. Donc cette maison-là, voilà, on va voir les différents leviers. Premier levier d'optimisation, la précision des données. Donc là, le but, c'est de nous donner le plus d'informations possible pour qu'on saisisse des fiches individuelles et qu'on puisse gagner directement des pourcentages dans l'étude. Donc, par exemple, si vous nous dites, moi, dans mon étude, j'ai un enduit de telle marque, telle référence, on va saisir une fiche du coup individuelle à la place de saisir une fiche collective. Et là, par exemple, on va pouvoir gagner à peu près 1,2% sur cette maison. C'est pas négligeable. Vous me dites, ouais, mais moi, sur cette maison-là, j'ai un escalier bois, moi. J'ai pas un escalier en béton, comme vous pourriez mettre de base dans une étude. Ok, donc on va gagner encore à peu près 0,5% sur cette maison. Donc il en est de même après, au plus vous nous donnez des données, au mieux c'est. Il en est pareil pour la peinture. Par exemple, vous nous donnez une référence de peinture, on va gagner à peu près 2%. Pareil pour la chape. Voilà, c'est des exemples. Hein. Il y en a d'autres. On peut en citer encore d'autres. Bon voilà, on a mis quelques exemples. Donc ça permet de gagner quelques pourcentages quand même déjà. Juste sur la précision, on n'a rien changé là. Un deuxième levier d'optimisation, cette fois-ci, c'est le remplacement d'éléments. Donc, peut-être que on a saisi déjà pas mal de fiches individuelles, mais il manque encore un peu de points pour rendre le carbone conforme. Et là, il va falloir aller chercher comment le faire passer. Donc, il peut y avoir, on peut vous dire, il faudrait mettre telle référence de carrelage, par exemple, en saisissant une fiche individuelle, donc avec une marque, une référence. À la place d'une fiche par défaut. Et là, ça nous ferait gagner déjà 3%. C'est pas mal. Une deuxième chose, c'est peut-être mutualiser les productions. Tout à l'heure, Michael en a parlé. À la place d'avoir 3 systèmes thermodynamiques, comme c'était le cas sur cette maison avec 2 gainables et un ballon thermodynamique, on va essayer peut-être d'en faire que 2. Mettre peut-être un système triple service qui fasse à la fois la solution gainable pour le chauffage et à la fois l'eau chaude sanitaire, plus un gainable. Du coup, ça ferait que 2 systèmes thermodynamiques au lieu de 3. Donc ça peut nous faire gagner des points, 2,8%, voilà, c'est pas mal. Un troisième exemple qui est vraiment important, c'est si jamais vous avez des maisons en tout toit terrasse lourde, le fait de passer en toit terrasse bois, le bois est valorisé dans le carbone, dans le calcul carbone. Le fait de passer sur un toit terrasse bois nous fait gagner énormément de points. Sur cette maison, on a testé, si jamais on était en toit terrasse lourd qu'on passe en bois, c'est à peu près de l'ordre de 12%. Donc là, ça nous permettrait quasi d'être bon direct, si on était en toit terrasse. Là, c'est pas le cas, on était en comble, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, toit terrasse. Très pénalisant. Un troisième levier d'optimisation, le choix des matériaux plus vertueux. Donc, plus vertueux, on va dire que c'est les matériaux biosourcés, géosourcés, recours à plus de bois dans le projet,
parce que le bois est valorisé, hein, je le rappelle. Pardon. Donc, par exemple, on peut remplacer la laine de verre dans les combles par de la ouate de cellulose. Voilà, ça va nous faire gagner 1% déjà. Un autre exemple, il peut y avoir des plinthes en bois. À la place des plinthes en céramique que vous mettez habituellement, juste les plinthes, ça fait 1%, plus d'1% même. Un troisième exemple, je l'ai mis, j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'il y en a plein qui pensaient que la laine de bois, c'était une solution incroyable. On a comparé la laine de verre avec la laine de bois à performance thermique égale. D'accord? Parce qu'on ne peut pas comparer à épaisseur égale, c'est pas les mêmes performances. Donc, à performance thermique égale, on ne gagne que 0,6% parce qu'il a fallu mettre une laine de bois un peu plus épaisse pour arriver à la performance de la laine de verre GR32 ou autre. Donc, on ne gagne que 0,6%. Ça va pas être une solution miracle, la laine de bois. Voilà. Pour l'ordre d'idée. Une autre solution encore, peut-être des ordi à fibre de bois à la place des ordi légers, plastique ou polystyrène qu'on pourrait mettre habituellement. Là, ça fait gagner 1,7%. Donc voilà, ça c'était un levier d'optimisation, utiliser des matériaux plus vertueux. Donc là, j'en viens à attention à quelques éléments qui sont très pénalisants, il faut vraiment y faire attention. Il faut éviter les matériaux qui sont non présents dans la base Ignace. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un gainable qui n'est pas présent dans la base Ignace, on est obligé de saisir une fiche par défaut. Là, on perd énormément de points par rapport à un gainable fiche individuelle. D'accord? De l'ordre de 22%. 22%, c'est énorme. Là, on est en train de chercher 12% sur une étude. Là, on en perd 22%. Voilà. Donc, il faut vraiment y faire attention. Donc, c'est des choses à bannir, en fait, hein, des fiches par défaut sur ce type de produit. Ballon thermodynamique, pareil. Si on a un ballon thermodynamique qui n'est pas référencé dans la base Ignace, qui n'est pas valorisé dans le carbone, on doit saisir une fiche par défaut. Là, pareil, on va perdre 18% à peu près sur une étude. Une troisième chose encore, c'est les briques. Si jamais vous voulez mettre des briques qui ne sont pas référencées dans la base Ignace, ça va nous faire perdre aussi beaucoup de points. Donc, on est quasiment à 12% de perdu. Donc, vraiment faire attention que ces produits-là soient dans la base Ignace et pas mettre des produits achetés à droite à gauche. Voilà. Il faut qu'ils soient valorisés. Donc, concrètement, notre maison, comment la faire passer? Il manquait 12% sur notre maison avec garage, R+1 de plus de 100 mètres carrés avec notre groupe thermo. On a mis un exemple de solutions qui permettent de la faire passer. Donc, par exemple, le plancher de l'étage, le plancher intermédiaire, on l'a mis avec des ordi en fibre de bois. Ça nous a fait gagner 2%. Ouate de cellulose en comble. On a mis une fiche individuelle pour l'enduit à la place d'une fiche collective ou par défaut. Des plinthes en bois. Je sais que certains le font, ça pose pas forcément de soucis. Voilà. Donc, on commence à y réfléchir. Voilà. Des carrelages, on a pris des carrelages avec une fiche individuelle. D'accord, donc peut-être que ça sera, il faudra respecter la marque et référence du carrelage pour la construction. Et on a fait une mutualisation de la production, c'est-à-dire qu'on a mis à la place de 2 gainables, plus un ballon thermo où il y avait 3 systèmes thermodynamiques, on a mis un triple service qui fait à la fois le gainable et l'eau chaude sanitaire, et on a gardé un gainable de côté. Donc ça fait plus que 2 systèmes thermodynamiques sur la maison. Donc mis bout à bout, on arrive à un total de 12,5% de gain. Ça permet de rendre conforme l'étude. D'accord, on avait 12% à aller chercher. Voilà. Donc ça, c'est une solution d'une maison qui est déjà pénalisante. Voilà. Donc en étant plus précis et en changeant quelques petits trucs, voilà, on peut s'en sortir. Alors, j'ai voulu répondre à quelques idées reçues parce que au début, qu'on a commencé à présenter la RE 2020 en disant qu'il y avait un volet énergie, un volet carbone, que le volet carbone était favorisé par le bois, etc. Voilà, avec les premières explications. Il y a plein de monde qui m'a dit, ah ouais, mais
alors il y a ça qui est obligatoire, il y a ça, etc. Donc j'ai pris quelques phrases que j'ai entendues, je vais essayer d'y répondre. Certains m'ont dit, ah, mais du coup, isolant biosourcé, ça va être obligatoire pour le carbone. Bon, pas forcément en fait. Parce que si on regarde la maison qu'on vient de faire, on n'a pas forcément changé les isolants des murs, on peut rester en laine de verre, on peut rester sur du polystyrène parfois, voilà. Donc il n'y a pas d'obligation à utiliser des isolants biosourcés. J'ai entendu aussi, ouais, mais du coup, si je vous donne beaucoup de fiches, beaucoup de références, bah, du coup, j'aurai plus de données par défaut. Je suis sûr d'être conforme. Bon. C'est sûr qu'on va se rapprocher, ça sera beaucoup plus simple en tout cas. Mais c'est pas sûr d'être conforme. Imaginons qu'on ait une maison avec un garage de 80 mètres carrés, qui est très pénalisant, il y a plein de données pénalisantes là-dessus, ben, on n'est pas forcément sûr d'être conforme, même si on a beaucoup de fiches individuelles. J'ai entendu aussi, oui, mais moi dans mon coin, là, ben, la terre, elle est argileuse, ben, je dois mettre beaucoup de fondations, ben, je ne pourrais pas être conforme en fait, sur ce type de maison. En fait, si. Comme l'a dit Mika tout à l'heure, le lot 1 et 2, qui sont les fondations, le VRD, augmentent le seuil. Donc, ils ne sont pas forcément pénalisants. Donc, ça veut dire que même si vous construisez une maison dans un endroit où il faudra plus de fondations, ça ne sera pas forcément pénalisé plus que ça. Voilà. Donc, vous pourrez continuer à faire des maisons dans ces endroits-là. J'ai entendu aussi, mais là, du coup, on va être obligé de faire que des maisons en bois. Parce que nous, nos maisons en briques, nos maisons en... Voilà, on ne pourra plus les faire, du coup, à cause du carbone. Ben non, on vient de voir que l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, on était sur une maison brique et elle est passée. Donc, la maison bois n'est pas forcément nécessaire, obligatoire. Voilà. Donc, je voulais retirer un petit peu ces idées reçues. Il y a des solutions qui existent. On y travaille tous les jours. Voilà. On va y arriver. Donc, pour conclure, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Ben, il faut retenir qu'il va y avoir des évolutions des seuils carbone pour tous les dépôts de permis à partir du 1er janvier 2025. Que le carbone va être plus pénalisant, les seuils vont diminuer, les seuils pas dépassés. Donc, du coup, il faudra réaliser le carbone avant l'ouverture de chantier pour être sûr qu'à la fin de chantier, vous ayez quelque chose de conforme. Si jamais on fait le carbone en fin de chantier et que il passe pas, on va se confronter à des problèmes. Donc là, le but, c'est d'améliorer la transmission des données et d'être plus précis dans les études, comme l'a dit tout à l'heure, donc via une fiche technique bien remplie, ou alors un DQE avec des marques et références, ou alors une notice descriptive. Là, on va pouvoir aller chercher un maximum d'informations. Et dernier point, c'est qu'on vous invite quand même fortement à aller voir au moins sur la base INES vos produits que vous utilisez, voir s'ils sont vraiment valorisés ou pas. Comme ça, on utilisera forcément des données. Même vous pourrez valoriser certains produits par rapport à d'autres. Voilà, je pense que on a dit pas mal de choses. On va peut-être passer... Merci en tout cas de votre attention, pardon. Ouais. Merci de votre attention. On va passer à un moment où on va essayer de répondre à des questions avec Michael. Alors oui, on a reçu quelques questions et donc on a essayé de répondre en direct à la plupart des questions. Les questions qui reviennent le plus souvent, donc on a eu des questions très intéressantes, notamment sur des travaux à charge client. Donc les travaux à charge client, donc si vous avez des éléments ou des travaux à charge client, c'est un petit peu le même principe que ce qui se passait en RT 2012 ou sur la partie énergétique. Tout simplement, quand vous avez un chauffage à charge client, il se doit de respecter ce qui était mentionné dans l'étude initiale du projet RE 2020. Donc s'il ne respecte pas ça et qu'il envisage de changer un élément, un matériau, où il faut refaire l'étude avec ces nouveaux éléments pour vérifier la conformité avec ces nouveaux éléments. Mais en temps normal, il est censé respecter ce que vous lui donnez, c'est-à-dire la synthèse carbone, en disant voilà, votre construction elle est conforme avec ces éléments-là qui ont été pris en compte, vous devez les respecter.
attention, si vous changez certains éléments, le risque, c'est de ne plus être conforme. Et donc, la procédure classique, c'est de revenir vers nous détailler les éléments qui vont changer afin que on vérifie la conformité des changements. On avait aussi une autre question sur les grands garages qui revient souvent parce que vous avez vu que dans nos statistiques que les grands garages étaient pénalisants tout simplement parce que on calcule un ratio par mètre carré, on calcule un ratio par mètre carré habitable, donc toutes les constructions annexes supplémentaires, si vous avez un grand garage, si vous avez une grande hauteur sous plafond, vu qu'on divise par des mètres carrés, ça fait plus de matériaux au mètre carré de construction et donc ça devient plus pénalisant. Et en effet, on a remarqué dans nos stats que la plupart des grandes maisons ont un garage et donc on a des difficultés à être conforme au nouveau seuil. Donc il y a eu la possibilité, on va pas vous imposer de ne plus déclarer les garages, mais en effet, si une maison n'a pas de garage au moment du dépôt de permis, nous, on ne peut pas nous, on suit ce qui a été déclaré au dépôt de permis. C'est pour ça qu'on vous demande l'arrêté du permis pour vraiment se caler sur ce qui est déclaré au permis. Et donc, s'il n'y a pas de garage, on ne le prendra pas en compte. S'il a charge client et s'il sera fait ultérieurement, nous, on se base vraiment sur le permis. C'est pour ça qu'on vous demande l'arrêté de permis et les plans d'exécution se basent vraiment sur ces éléments-là. Et donc, c'est comme ça que ça va être calculé concernant les grands garages. Vous avez vu, on a respecté un petit peu les délais. On a à peu près fait 45 minutes. On voulait pas vous prendre trop de temps. Écoutez, j'espère que ça s'est bien passé. Cette présentation a bien été enregistrée. Le replay sera disponible très rapidement et on vous communiquera la présentation par la suite si vous le voulez. N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels au sein de vos équipes pour leur poser des questions sur cette présentation. Nous avons répondu, je pense, à la plupart des questions individuellement par écrit. Vous avez le sondage qui est disponible. Vous avez 3 sondages à la disposition si vous voulez y répondre. Nous serons heureux de pouvoir voir la réponse en tout cas. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous et on vous souhaite une très bonne journée et à très vite.